C'est bon. Voilà. Ok. Ça va? C'est bon? Tu te sens d'attaque? Let's go. Let's go. Let's go. Respire un bon coup, Mara. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pas, hein. Hello! Bonjour à tous! Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo. J'inaugure de nouvelles séries de vidéos. Des vidéos d'échange sur des sujets qui, j'espère, vont vous intéresser. Et aujourd'hui, eh bien, causerie autour du minimalisme avec Mara. Alors, le minimalisme, Mara, qu'est-ce que c'est? Alors, le minimalisme, à l'origine, en fait, ce qu'on appelle le minimalisme, c'est un courant d'art contemporain, en fait, qui s'est développé aux États-Unis, voilà, dans les années 60. Et c'est un courant d'art qui s'est beaucoup inspiré du modernisme et du Bauhaus, qui est plus axé sur l'architecture, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, architecture un petit peu d'intérieur aussi, non? C'est ça? Oui, ouais. voilà, Okay. c'est ça. Et donc, le minimalisme, ou l'art minimal, ce qu'on appelle l'art minimal, se focalise en fait sur vraiment la simplicité. Ouais. Donc, qui se focalise plus, on va dire, sur les formes, le jeu des couleurs, qui s'est inspiré aussi du peintre Malevich, le fameux peintre qui est connu pour ses fameux carrés de couleurs, carré noir sur fond noir, carré blanc sur fond blanc. Enfin, d'accord, voilà. ouais, Donc, c'est très abstrait, tout ça. Très abstrait. Mais le minimalisme, en fait, dans ce courant, on va dire, artistique, c'est une recherche de quelque chose d'épuré, mais il y a une recherche d'esthétisme aussi un petit peu. Tout à fait, bien sûr. Ça fait un parallèle quand même avec la philosophie japonaise zen, en fait, tout à quand fait. même. Hein, oui, il y a un sens de l'esthétisme aussi très fort. Très fort, voilà, où vraiment, là, dans une pièce, il n'y a pratiquement pas d'objets, 1, 2, 3, mais par contre, c'est des objets très beaux, très élégants. Tout à fait. Et puis, en fait, il y a une recherche d'harmonie aussi, un petit peu. Exactement. Dans cette harmonie visuelle, d'ailleurs, sont souvent des intérieurs où il n'y a pas énormément non plus de couleurs très vives, en fait. L'idée, c'est de ne pas avoir des choses qui agressent l'œil tout le temps, en fait. Donc, c'est souvent dans des tons assez neutres, voilà, plutôt sobres ou sombres. Mais on peut citer un des architectes du Bauhaus. Je pense que sa phrase est très connue, même si on ne connaît pas son nom. Donc c'est Mies van der Rohe qui disait « less is more ». Donc en fait... Less is more. Si on traduit de l'anglais, ça voudrait dire que le moins, en fait, c'est le plus. Donc cette idée que moins on en a, et mieux c'est, parce que finalement la qualité est meilleure et... plus t'en enlèves, mieux c'est. Et mieux c'est. Voilà, c'est ça. C'est un peu... C'est... Bon, ok. Alors, en fait, et puis ça fait vraiment penser il y a vraiment une application philosophique, on en reparlera peut-être plutôt à la fin, sur le fait d'enlever des choses. Déjà, je sors un petit peu du cadre de la vidéo, en tout cas au départ. Putain, je te prends un petit peu. Tu me prends de toi? Ouais, c'est ça. Non, du tout, mais on en parlera à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a une application philosophique. Mais en tout cas, donc, du coup, ce courant minimaliste, donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle le minimalisme, ce qu'on appelle aujourd'hui c'est pas proprement parler le courant artistique minimaliste. Voilà. Ce serait plus un néo-minimalisme qui est... néo-minimalisme, mais... une sorte de courant, alors est-ce que philosophique, je sais pas, mais en tout cas de vie, déjà, qui se focalise sur... essentiellement sur les possessions matérielles et l'idée de simplifier sa vie, désencombrer sa vie, son intérieur, enfin c'est son intérieur de son lieu de vie, en fait. Voilà. On pourrait définir ça comme ça. Après, voilà, à partir de quel moment on peut considérer qu'on est minimaliste? Combien d'objets maximum, au-delà de combien d'objets est-ce qu'on est plus minimaliste? Donc ça, c'est aussi une très vaste question. Il y a une question de degré quand même en tout ça. Mais le minimalisme aujourd'hui, ce que la plupart des gens connaissent en fait, c'est donc une approche, un courant, peut-être aussi un effet de mode, c'est pas négatif,
et donc aussi une philosophie, c'est-à-dire une espèce de recherche. Et l'idée, c'est quand même d'aller à l'essentiel au niveau de nos biens matériels et déjà de réfléchir en fait sur ce dont on a véritablement besoin et ce qui est donc de l'ordre du superflu, ce dont on peut se passer en fait. Donc il y a c'est là-dessus quand même essentiellement dans un premier temps que les minimalistes, parce que ils s'appellent les minimalistes, hein, se concentrent et se consacrent. Voilà, essentiellement, mais il n'y a pas que ça. Oui, voilà, l'idée c'est on part en fait dans une sorte d'état des lieux de toutes nos possessions matérielles. Parce que les possessions matérielles, c'est vraiment ce qu'on a sous les yeux, c'est le plus évident. Donc par exemple, tous les vêtements qu'on a, tous les livres qu'on a, les ustensiles de cuisine, etc. etc. La question... La décoration. Déjà, la première étape, c'est de s'en rendre compte. Bien sûr, la décoration, c'est... Voilà. Est-ce qu'en tant que minimaliste, on peut avoir de la décoration? Voilà. C'est une question qu'on peut aussi se poser. Donc déjà faire un état des lieux de ce qu'on possède et après voilà, se poser la question, est-ce que tout ce que je possède premièrement m'est utile, me fait du bien ou m'apporte quelque chose, ou est-ce que je l'ai par convention sociale, familiale, parce qu'on me l'a offert et que j'ose pas m'en débarrasser, etc. Donc c'est toutes ces questions-là en fait. Déjà il y a vraiment d'abord un état des lieux, d'abord il y a une prise de conscience déjà de fait que la quantité de biens qu'on a et que parfois on accumule et au fil du temps dont on n'a pas forcément toujours l'usage, parce qu'en fait c'est ça en fait la philosophie minimaliste. Par rapport aux vêtements en fait voilà, il y a des gens, alors ça touche pas forcément que les femmes, hein, qui ont énormément de paires de chaussures ou de chemises ou de pantalons, bon bref, ou de cravates, peu importe, mais voilà, sur tous les vêtements, mais sur la quantité qu'on peut avoir en fait, on en utilise véritablement, on va dire presque quotidiennement. C'est quoi statistiquement? Je pense. Moins de la moitié. Peut-être 20% si on pense à la loi de Pareto, c'est souvent 20-80. On se rend compte qu'on utilise toujours les mêmes objets finalement. Et les vêtements qu'on va... ou les mêmes vêtements, voilà. On va mettre... et donc en fait, ça veut dire qu'il y a des biens matériels qu'on a, notamment des vêtements qu'on va mettre peut-être une fois dans l'année, et encore. C'est ça. Donc c'est... Voilà, après... C'est des questions que se sont posées ces gens-là et qu'on peut se poser. Hein. L'idée, c'est pas forcément de tout balancer. Non, pas du tout, pas du tout. On parlera après d'esprit pratique. Mais les gens ne s'imaginent pas que voilà, il suffit d'avoir 2 t-shirts et puis c'est bon. Quoi, hein. On peut, mais il y en a qui font. On n'est pas obligé. Être minimaliste, tu mets un t-shirt pour la semaine, puis tu... voilà, et puis après le temps de laver l'autre, voilà, c'est ça. Techniquement, ça serait possible. 2, ça fait un peu juste quand même. Voilà. Donc, ok, oui, alors c'est vrai qu'on est quand même dans une société où il y a du trop plein en fait. On est envahi par trop de choses. On est vraiment dans une société de l'excès aujourd'hui. L'excès dans plein de domaines. Mais là, au niveau des biens matériels, au niveau alimentaire aussi, hein, mais au niveau des biens matériels, ça peut prendre des proportions assez impressionnantes, quoi. Alors peut-être dans notre société, on le voit, enfin en tout cas en France, on peut-être un petit peu moins, et quoique, mais aux États-Unis, dans certains pays, il y a des façons, ils ont vraiment tendance à... ils ont des plus grandes maisons aussi, alors c'est vrai qu'il y a aussi un truc psychologique. Hein. Plus vous avez d'espace, et plus on va avoir tendance à vouloir le remplir. C'est impressionnant. Et nous, on l'a constaté, hein, en déménageant dans une maison plus grande. Voilà. Après, on s'est dit, voilà, attention, on s'écarte du chemin minimaliste, là, attention. Oui, c'est vrai. Il y a cette idée que... Donc, c'est aussi une espèce de, on va dire, en réponse aussi de cette société consumériste qui finalement... moi, de ce que j'ai vu des vidéos des minimalistes qui expliquaient que, du coup, ils travaillaient plus pour gagner plus, pour pouvoir acheter plus, voilà. C'est finalement, en fait, on réduit nos besoins, quoi. C'est de quoi... De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ? De quoi on a vraiment besoin, en fait. C'est ça, quoi. Oui. Et pas besoin uniquement d'un point de vue besoins vitaux, mais aussi besoin pour se sentir heureux. C'est aussi ça. C'est pas juste, j'ai besoin d'un toit, de quoi manger, et voilà, parce que sinon on pourrait aller dans une cabane et faire un feu de bois et cuire ses saucisses, hein, mais... mais les peuples qui vivent comme ça encore, hein, faut pas l'oublier.
qui sont, a priori, qui sont heureux, hein, enfin bon. Mais, ouais, donc... C'est un peu, voilà, lutter contre cette société de consommation à tout va et s'interroger, en fait, sur ce dont on a vraiment besoin. Est-ce qu'on ne nous crée pas aussi des besoins et des désirs qui finalement nous desservent? Est-ce qu'on se les crée pas en fait aussi, et on se laisse entraîner? Parce que ce que j'ai vu, moi, il y a des exemples en fait de gens qui sont allés vers le minimalisme. Il y a des gens en fait qui sont des acheteurs compulsifs en fait. Oui, souvent, il y en a qui s'endettent même parce qu'ils veulent acheter de nouveaux meubles, ou ils veulent acheter une nouvelle télévision. Enfin bon, ça en vient quand même. Ça peut prendre des proportions quand même assez. J'en veux dire presque, excusez-moi du terme, un peu maladif, quoi, je veux dire. Et en tout cas, il y a plein de gens, du coup, qui se sentent pas bien à cause de ça. Alors c'est vrai que, du coup, on est dans une société très matérialiste, très basée sur la possession des biens matériels, et il y a aussi un effet social, en fait, qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de comparaison par rapport à autrui, ou de... Pas forcément de comparaison uniquement, mais on va dire de mise à niveau social. C'est-à-dire que pour accéder à un certain niveau social... Pour standard. Ouais, bon, voilà, en gros... Bon, on caricature, mais il faut avoir le nouveau dernier téléphone à la mode, dernier iPhone, dans certains milieux, c'est presque comme des espèces de... Une maison, bon, voilà. Ouais, c'est presque comme une espèce de convention, en fait, sociale. Ça devient comme ça. Et donc, du coup, bizarrement, pas bizarrement, du coup, ça peut devenir aussi une source de souffrance. Et finalement, dans cette recherche minimaliste, il y a une part de... je m'affranchis de ces valeurs, ou plutôt je vais retrouver mes propres valeurs à moi, et je vais pas me définir par rapport à ce que je possède, par rapport à mes possessions matérielles, mais par rapport à ce que je suis en fait. Ou plutôt je vais mettre en valeur ce que je possède, en ne possédant que l'essentiel. C'est ça. Et différemment. Tout à fait. D'ailleurs, il y a pas mal de minimalistes qui sont d'anciens gros consommateurs ou d'acheteurs compulsifs en fait. Et... qui se sont rendus compte effectivement qu'à un moment, toutes ces possessions matérielles, d'ailleurs on l'a tous expérimenté quand on a vraiment envie de quelque chose, vraiment, voilà, on a envie de l'acheter, on l'achète, et puis une fois qu'on l'a acheté, finalement, l'objet en soi perd beaucoup de son intérêt. Ouais. Et on sent comme un vide. Et après, on peut être entraîné dans cette spirale de toujours vouloir quelque chose de nouveau, vouloir l'acheter, puis retomber, pareil, cette espèce d'euphorie qui retombe, et donc ça crée une espèce de dépendance. Voilà. Hormonalement, il y a il doit y avoir des choses qui se passent. Bien sûr, dopamine. Mais non, mais c'est vachement intéressant aussi cette philosophie minimaliste, parce qu'on est quand même dans une... La société aussi nous pousse, entre guillemets, à consommer, parce que c'est comme ça que notre système de valeurs fonctionne, en fait. On nous parle de croissance, on nous parle qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, il faut, donc du coup, en fait, il faut que les gens consomment, pour que derrière, les entreprises tournent mieux elles aussi. Bon, on est vraiment fassent plus de chiffre d'affaires. Bon, on est vraiment dans des espèces de spirales, entre guillemets, quoi, qui auto-alimentées. Et derrière, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des enjeux en fait économiques aussi et écologiques en fait avec la consommation et le minimalisme. Du coup, ça repositionne bien par rapport à tout ça, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Et aussi d'un point de vue personnel, il y a tout l'aspect aussi effectivement financier. Avantage financier du minimalisme qu'on peut retrouver à un niveau individuel. C'est-à-dire que déjà forcément en achetant moins, on dépense moins, c'est logique. Mais aussi peut-être en se focalisant sur le moins, on se focalise moins sur la quantité, on va dire, mais plus sur la qualité des objets qu'on achète. Donc plutôt que d'acheter une paire de tennis fabriquée en Chine ou en Inde à même pas 10 €, on achète des chaussures plus solides et fabriquées dans un cadre plus éthique et de meilleure qualité, qu'on pourra du coup faire réparer ou qu'on pourra mieux entretenir aussi. Il y a un attachement aux objets qui est différent en fait, quoi. Alors faut pas penser que minimaliste ça veut dire je me défais je me détache des objets, donc au contraire c'est plutôt j'en ai un et j'en prends soin. Tout à fait. Et en fait ça prend en contre-courant ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans
dans une consommation de masse, de produits qui sont pas toujours de bonne qualité, avec forcément on cherche pas à faire des choses qui soient durables, parce qu'on a tout intérêt à ce que les gens rachètent après les choses. Donc il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ou qui est pas forcément non plus programmée, c'est l'obsolescence, on va dire... Peut-être aussi du fait de la diminution de la qualité, tout simplement. Du fait de la diminution de la qualité, quoi. Ouais. Mais ça c'est un truc, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, mais c'est flagrant, les vêtements, mais même les ustensiles de cuisine, par exemple, plutôt que d'acheter un truc, des outils, des ustensiles en plastique, les acheter plutôt en bois ou en inox, ou voilà. C'est une démarche qui est totalement différente, en fait. Et c'est pas, effectivement, comme tu le disais, c'est pas l'idée de se débarrasser de tous ces objets, de rester avec un couteau, une culotte et un livre, par exemple. Comme Robinson. Voilà. Avec ton Victorinox et ta corde. Donc en fait, voilà, minimaliste, bon, donc vous avez compris que dans le minimalisme, il y a différents degrés, en fait, d'être minimaliste. C'est d'abord une approche, c'est d'abord une réflexion. Il y a des choses, on va dire, concrètes à mettre en application, mais voilà, il y a différentes façons de voir le minimalisme. Il y a un parallèle aussi qui est hyper intéressant avec un autre courant, entre guillemets, bon, c'est des courants, mais pour moi tout ça est... tout ça se rejoint, parce que c'est des mots qu'on met, mais en fait, il y a une recherche quand même... on va dire assez centrale, c'est le parallèle avec le zéro déchet, en fait. Le zéro déchet. Le zéro déchet qui est aussi bien à la mode actuelle. Moi, en tout cas, j'ai découvert à travers toi le zéro déchet, je connaissais pas tant que ça. Hein. C'est vrai que... c'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a quelques années, je pense il y a une dizaine d'années, avec le livre de Bea Johnson, Zéro déchet, qui est assez connu, je pense, maintenant. À l'époque où je l'avais acheté, ça commençait tout juste en fait à être à la mode, le zéro déchet. L'idée en fait c'est donc pareil, de consommer moins, consommer mieux et produire le moins de déchets possible. Alors zéro déchet, c'est un peu un terme un peu provocateur, parce que zéro déchet, c'est pas possible. Rien que le fait d'être vivant, on a forcément un impact sur la Terre. Donc ça, on ne peut pas être avec une zéro empreinte, mais ça se focalise beaucoup sur, par exemple, le plastique. Parce que on sait que le plastique, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est zéro déchet, c'est l'idéal. Voilà, il n'y a pas de zéro déchet, concrètement parlant, on est d'accord. Mais il y a une recherche de faire le moins de déchets possible. Et en fait, c'est tout ce qu'on peut mettre en application. Alors ça concerne quand même essentiellement l'alimentaire. Oui. Mais pas que, en fait. Mais essentiellement l'alimentaire et tout ce qu'on peut mettre en application pour réduire, en fait, c'est l'alimentaire et l'hygiène aussi, beaucoup. Et l'hygiène, hygiène beauté, mais aussi hygiène de la maison. Même aussi par rapport à l'alimentation, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est comment dire, tous les produits nocifs qu'il peut y avoir, aussi bien dans l'alimentation que surtout dans les produits ménagers ou les cosmétiques, toutes les choses qu'on rajoute qui sont pas nécessaires, du coup, pas forcément nécessaires. Less is more. Donc voilà, par exemple, plutôt que d'avoir une crème à 45 € avec 15 000 additifs et on ne sait pas trop finalement ce qu'il y a dedans, qui est peut-être testé sur les animaux aussi, peut-être vraisemblablement d'ailleurs pour la plupart des cosmétiques. Est-ce que de l'huile de jojoba ou une autre huile selon son type de peau, est-ce que c'est pas suffisant finalement ? On a fait ça pendant des centaines et des milliers d'années. Je sais pas, je te pose la question justement, est-ce que c'est pas suffisant ? Parce que toi, tu as fait l'expérience, justement. En tout cas, je peux dire que pour moi, c'est suffisant, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans. Ah ouais. C'est ça. Que j'utilise plus de crème, on va dire, toute faite par un laboratoire ou une marque de cosmétiques, et j'utilise essentiellement de l'huile végétale en fait. Voilà, l'huile végétale, même pour se démaquiller. Oui, ça convient très bien. Et moi personnellement, après rasage, je me mets de l'huile, un macérat de calendula. Voilà.
C'est tout simple le calendula, c'est un cicatrisant naturel. Ça favorise la régénération de la peau, c'est anti-inflammatoire un petit peu, c'est apaisant, c'est doux. Bon, bref, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette recherche donc, de zéro déchet et de minimalisme, c'est la réflexion que ça suscite, quoi. C'est les tests aussi qu'on fait, on essaie. Voilà, par rapport au minimalisme, on se pose déjà la question de savoir mais de quoi j'ai vraiment besoin. Vous voyez, c'est déjà toute une recherche en fait intérieure, mais sur des choses concrètes de notre quotidien. Et pour le zéro déchet, c'est pareil en fait. Donc ça touche aussi l'alimentaire. Alors aujourd'hui, le zéro déchet est quand même c'est quand même bien connu quoi, avec les magasins notamment les magasins bio, le vrac. On a souvent des choses, et même dans les supermarchés maintenant on a du vrac. Après le zéro déchet pour tout ce qui est par exemple vêtements ou mobilier, tout ce qui est seconde main par exemple, c'est, on va dire, en tout cas plus zéro déchet que d'acheter quelque chose de neuf où il y aura eu évidemment aussi le transport, parce que souvent c'est pas fabriqué dans le pays même, les étiquettes, les petits trucs en plastique de partout, l'emballage souvent, etc. Donc, et il y a aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport deux points communs qu'on peut retrouver entre le zéro déchet et le minimalisme, c'est l'idée de trouver soit des objets ou des choses qui soient multi-usages en fait. Ah oui. Par exemple, tout ce qui est cosmétique ou hygiène, beauté du corps, etc. C'est souvent des choses qu'on peut aussi manger ou qu'on peut récupérer dans sa cuisine en fait. Tu parles des huiles végétales notamment. Les huiles végétales. Le coco c'est un exemple. Par exemple, on peut aussi bien la manger que l'utiliser pour se démaquiller. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais souvent c'est mieux d'acheter des huiles végétales alimentaires, enfin c'est moins cher de les acheter en alimentaire, des grosses quantités, que le prendre dans le rayon cosmétique où en fait c'est la même chose. La même chose mais avec peut-être un peu plus élevé. Enfin, bon, vous regarderez puis vous verrez. Voilà, ou par exemple, pour se faire un gommage, on peut utiliser du marc de café. Voilà, il y a plein de choses comme ça, toutes bêtes, ou le bicarbonate de soude, on peut utiliser à la place de la levure, comme dans des déodorants, des dentifrices fait maison, ou pour des produits ménagers, pour nettoyer. Enfin, voilà, l'idée c'est d'avoir peut-être moins, mais des choses qui sont plus multi-usages et on peut utiliser de différentes manières et de façon plus créative. C'est ça qui est je trouve ça super intéressant justement, c'est le côté créatif, le côté on essaie de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Enfin, pour moi, c'est comme si en fait la société, l'être humain comprenait de façon peut-être inconsciente, mais pas toujours bien sûr, mais bref, c'est comme si l'être humain comprenait qu'en fait son mode de vie arrive à bout de souffle, c'est-à-dire que on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, et il va falloir trouver de nouvelles solutions. Et pour moi, les nouvelles solutions, ça passe par là notamment quoi. D'ailleurs, la philosophie zéro déchet, la philosophie minimaliste, où en fait, effectivement, on va réfléchir à de nouvelles façons d'utiliser, et parfois on redécouvre des choses. Alors notamment, tu parles de bicarbonate de soude. Du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. On redécouvre des choses qu'utilisaient nos grands-parents et anciennes générations. Qui utilisaient des choses qu'ils avaient à disponibilité, pas forcément onéreuses et tout, et qui marchent au quotidien, très bien. et qui marchent très bien. Voilà. En fait, on nous fait souvent penser qu'on a besoin du truc dernier cri, ne serait-ce que pour le ménage par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un produit différent pour chaque pièce de la maison complètement. Est-ce que finalement nous on a un produit différent pour chaque pièce de la maison? Non, pas vraiment. Donc, vous comprenez qu'en fait, le minimalisme, ça peut s'appliquer à plein de choses, et notamment aussi aux produits d'entretien. On peut vraiment aller à l'essentiel et essayer avec le peu de choses possibles. Le bicarbonate de soude, c'est un bon exemple, mais bon, le vinaigre blanc, on est classique, mais les huiles essentielles. Voilà, les huiles essentielles. Oui, quelques produits de base en fait qui permettent après de faire une matière première de base, et puis après tu peux Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à la société de consommation, au fait qu'on épuise les ressources et tout ça, le minimalisme et le zéro déchet
peuvent déjà nous aider à un niveau personnel pour nous sentir mieux, être en meilleure santé, etc. Mais il y a évidemment, de façon plus large aussi, une préoccupation par rapport à l'environnement, au bien-être de la planète. Enfin, ça vient assez naturellement, en fait. Bah, c'est complètement... Petit à petit, bien, voilà. ouais. C'est... Voilà, pour... Mais ouais, non, mais c'est super intéressant. Alors, pour parler un peu de choses concrètes, finalement, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui voudraient commencer à faire du minimalisme chez eux? Alors peut-être la première chose, ça serait de faire quelques recherches. D'accord. Pour voir s'il y a des gens qui nous inspirent et qui nous donnent envie de tester certaines choses, certaines expériences. Donc peut-être déjà se renseigner, parce que là on parle de façon assez large et globale, donc peut-être faire des recherches un peu plus approfondies, lire sur le sujet, sur le minimalisme, des vidéos. Alors à ce sujet, sur YouTube, il y a plein de choses sur YouTube. À ce sujet, on mettra les références des livres sous la vidéo, et puis il y a un petit article qu'on va rédiger. Qui reprendra les ressources et où tu citeras des noms de youtubeurs ou youtubeuses connus, alors anglo-saxons, mais pas que anglo-saxons. Pas aussi, que, mais voilà. Effectivement, il y a beaucoup d'anglo-saxons. Ouais. Et après, peut-être réfléchir dans quel domaine on aimerait commencer, dans quel domaine de sa vie on est le plus à l'aise pour commencer. Par exemple, si on est très focalisé sur, si on est une fashion victime entre guillemets, ou si on est très branché mode, etc., et que les vêtements c'est très important pour nous, peut-être qu'on va pas forcément commencer par là. Parce que si c'est quelque chose, si ce sont des choses auxquelles on est très attaché, qu'on a un schéma de pensée, une façon de faire très très ancré, et que ça risque d'être difficile émotionnellement pour nous, peut-être ne pas commencer par là, mais mettons, je sais pas, si on n'est pas un très grand lecteur et que on a plein de livres du lycée ou de nos études qui sont dans notre bibliothèque et que finalement on lit jamais, on peut peut-être commencer par là. Ou par la cuisine. Par la cuisine, une pièce de la maison. Soit une pièce, soit un type d'objet où on pense que ça va être émotionnellement moins compliqué pour nous de désencombrer peut-être. Bon, en tout cas, déjà de faire une espèce de point de check-up, de point d'ensemble, de voir un petit peu, on va commencer par la cuisine, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 5 louches, je dis n'importe quoi, on est d'accord, 5 louches, 4 sortes de pâtes différentes, 4 sortes de pâtes différentes, 5 paires de ciseaux, bref, des couteaux, vous avez compris, quoi. C'est ce qu'il n'y a pas besoin, au contraire, est-ce qu'on peut, en fait, enlever des choses? En fait, c'est ça, est-ce que, tout simplement, on peut enlever des choses? Et ça peut être pareil avec des pièces de la maison, puis ça peut être pareil aussi avec des objets parce que souvent, on a une valeur aussi affective avec certains objets et tout ça, donc il y a des objets qu'on garde, en fait. On va peut-être les garder pour la fin, quand on sera plus aguerri dans le processus. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, finalement, pourquoi je le garde, quoi. Ça rappelle des souvenirs, des choses comme ça. Après, pourquoi pas, il n'y a pas non plus de... Pas non plus faire peur aux gens. Moi, par exemple, j'ai commencé... Non, il ne faut pas faire peur aux gens. Moi, j'ai commencé par la salle de bain, parce que je trouvais que c'était là où c'était le plus simple. La salle de bain, et souvent, en fait, on fait petit à petit, donc ça peut être juste un changement. Ça peut déjà être la première action de faire noter tous les objets qu'on a. Tout à fait. Et voir peut-être, est-ce qu'il y a une seule chose que j'utilise pas très souvent ou que je peux remplacer par quelque chose de plus durable, de meilleure qualité, par exemple les cotons démaquillants. Par exemple, pour les femmes, parce que ça c'est vrai quand on se maquille et qu'on utilise des cotons démaquillants jetables, on utilise une quantité phénoménale. Et est-ce que je pourrais pas, acheter des cotons démaquillants en tissu? En tissu. Ça pourrait être la première chose, le premier changement à faire. C'est ce que t'as, en fait. Oui, c'est ce que j'ai. Et donc c'est à la fois plus minimaliste et aussi zéro déchet. Souvent, c'est assez simple de combiner les deux, en fait. Donc, coton que tu mets à laver après. C'est ça. Alors il y a aussi on est plus dans le zéro déchet, pas dans le minimalisme, mais par rapport à l'hygiène intime et tout, pour les femmes, il y a
pourra peut-être en parler dans une autre vidéo, mais c'est vrai que là-dessus, il y a des réflexions. Ouais. C'est pas facile, il y a aucune... Alors, il y a sur certains sujets, il n'y a aucune solution qui est complètement parfaite, idéale, ou idyllique, bon voilà. Hein. Mais il y a des réflexions en tout cas à avoir, quoi, déjà. Voilà, et puis surtout ne pas se forcer, ne pas culpabiliser. Si ça marche pas du premier coup, c'est possible aussi d'y revenir, qu'on doive y revenir plusieurs fois. Hein. Voilà. Faut y aller tranquillement. C'est ça. Faut y aller tranquillement, les amis, y aller étape par étape, commencer par une chose, déjà réfléchir dessus et tester, voilà. Et puis si on a envie aussi de tout faire, de désencombrer toute sa maison, alors il y a des gens, solution radicale, c'est aussi possible d'y aller radicalement. Solution radicale, ça peut être bien, effectivement, il y en a qui, solution radicale, vous donnez, les associations, voilà, Emmaüs ou autres, et puis vous désencombrez, voilà, c'est possible d'aller radicalement. C'est ça. En fait, ils ont peut-être besoin d'aller radicalement aussi. Hein. Donc, si vous hésitez, vous sentez qu'il faut... Alors, allez-y radicalement. Paf. Alors, du coup, la question aussi qu'on peut se poser, et je pense que les gens se posent, est-ce que c'est difficile, en fait, de ton expérience personnelle? Est-ce que c'est difficile? Sur certaines choses, c'est difficile? Oui. Ouais. Voilà. Autant le dire honnêtement, il y a des choses, c'est difficile. Moi, clairement, je sais pas si on peut dire que je suis minimaliste. Je suis sûre qu'il y a certains minimalistes plus puristes qui diraient que je ne suis pas du tout minimaliste. Tu n'es pas dans l'orthodoxie minimaliste? Non, et d'ailleurs, qu'est-ce que l'orthodoxie minimaliste? C'est une question, c'est toute une question. Voilà. Qui est le grand pape du minimalisme? Parce qu'il y a quand même aussi des extrêmes, si je peux me permettre, hein, c'est pas du tout négatif, mais il y a des extrêmes, notamment cette youtubeuse sud-américaine, c'est ça, d'origine coréenne? Tout à fait, elle s'appelle, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais sa chaîne en tout cas s'appelle Heal Your Living, donc on pourrait traduire ça par guérir ou guérissez votre façon de vivre. Ton quotidien, Voilà, ou votre quotidien aussi. Voilà. Oui, elle, c'est vraiment une minimaliste extrême. D'ailleurs, elle le dit, et elle est bien consciente que ça convient pas à tout le monde. Donc, par exemple, elle a pas de lit, donc elle dort dans un hamac. Après, le hamac, c'est super confortable aussi. Oh, tout à fait. Voilà. Après, quand t'es en couple, c'est plus compliqué, je pense, de dormir dans un hamac. Faut 2 hamacs. Faut qu'il soit grand. Parfois, bref, on ne sait pas trop dans sa vie privée. Mais en tout cas, chez elle, il y a 3 fois, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement pas de mobilier. Donc c'est vraiment... Voilà. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Je pense qu'il y a aussi des gens qui pourraient se sentir pas bien dans un environnement trop épuré, trop vide. Il y a pu y avoir une forme d'angoisse qui remonte à cause de ça. Hein. Oui, et puis effectivement, tout dépend déjà de son ressenti. Et tout dépend de son style de vie aussi. Si on a des enfants, on est d'accord qu'être minimaliste, c'est peut-être pas aussi facile que si on vit tout seul ou en couple. C'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport aux enfants, c'est vrai qu'il y a souvent une surabondance aussi de consommation pour les enfants. On se retrouve, après quand on fait le tour des vides-greniers, on voit tous les jouets qui ont été, qu'on leur a donné, qu'ils ont eu en cadeau et tout, et bon, c'est des questions qui sont un peu... Mais c'est des questions à se poser aussi, quoi, finalement. Et puis il faut tester, en fait, il faut tester ce qui nous parle le plus. Tout à fait. Et arriver à sortir un petit peu de sa zone de confort tout en n'étant pas complètement perdu et angoissé, c'est pas du tout l'idée en fait. L'idée c'est au contraire d'arriver à se sentir mieux après. Donc si on finit complètement stressé, c'est pas du tout le but. Il faut pousser un petit peu plus loin que ce qu'on ferait naturellement, mais pas non plus tout changer. En fait, c'est comme une espèce de démarche. On va dire ça comme ça. C'est une démarche. Donc vous allez dans cette démarche. Et après, il n'y a pas d'idéal. L'idéal, c'est ce que vous fixez vous, en fait, comme idéal. Quoi. Voilà, si votre objectif, c'est déjà de réduire un petit peu la décoration chez vous, parce que vous avez plein de bidules partout, puis en plus, quand vous faites la poussière, c'est parce que nous, on a carrément avec trop de trucs partout, et quand on fait la poussière, on passe du temps. Donc, ça peut être ça peut être sur les livres, ou là maintenant on a pu, mais à l'époque, quand il y avait l'époque des CD aussi, c'était du coup... ou les cassettes vidéo. Les cassettes vidéo, le progrès, il y a du bon quand même là-dessus. Hein. Et donc voilà, c'est commencer par des choses simples, et puis vous fixez à vous des objectifs, tout simplement. Hein. C'est vraiment une démarche, quoi. Mais bon, on va dire que ça peut être difficile sur certaines choses, faut pas se cacher.
Se le cacher, pardon. Mais on peut aussi avoir des bonnes surprises. Et se rendre compte que finalement, c'était pas du tout aussi compliqué que ce qu'on croyait. Par exemple, moi, je pensais que dans la salle de bain, ça allait être compliqué, parce que bon, voilà, j'avais comme n'importe quelle fille, enfin, comme beaucoup de filles à l'époque, ou de jeunes femmes, j'avais du maquillage, pas bio, pas vegan, pas rien, enfin voilà, de base, pas trop cher, pas d'excellente qualité, des vernis par-ci, 3 peignes, 15 000 chouchous élastiques, enfin voilà. Plein de crèmes aussi, plein de crèmes, et puis c'est vrai que une crème de nuit, voilà, ça donne envie avec le packaging, tout ça, ça sent bon, tu sûr. te dis ah ouais, c'est les parfums, voilà, les fards à paupières, les paillettes, les couleurs, les bijoux, oui. etc. C'est vrai que voilà, c'est facile de attrayant, succomber à la tentation, puis on va se faire plaisir, se sentir bien, et puis en fait, on s'habitue. Mais je pense voilà, faut y aller progressivement. Du coup, les gens vont peut-être se demander, en tout cas, moi je me suis posé la question, est-ce que finalement le minimalisme, c'est se priver? Est-ce qu'on se prive en fait vraiment en étant minimaliste? Alors, je ne pense pas. Peut-être au début, on va ressentir ça forcément comme de la privation parce qu'on avait l'habitude d'avoir toutes ces choses-là. Mais à terme, l'idée, non, c'est pas de se priver. Si on s'est débarrassé de quelque chose et qu'on se rend compte au bout de plusieurs mois, plusieurs années que ça nous manque vraiment, mais on peut toujours racheter la chose en question. Oui, si vraiment le retour... Parce qu'on peut aussi faire des erreurs. C'est-à-dire que le retour en arrière est possible, quoi. Bien sûr. Voilà. On peut se débarrasser de choses comme ça sur un coup de tête ou parce qu'on est dans l'euphorie du moment, je vais tout désencombrer, je vais me sentir trop bien après, et puis on fait des erreurs parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi ou qu'on pensait que ça irait bien sans ça, et en fait non, il suffit de racheter, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a rien de grave. Il y a rien de grave. Donc l'idée, non, c'est pas de se priver. Ouais, donc oui, mais du coup, c'est pas forcément le minimalisme en soi, c'est pas forcément se priver de choses, c'est pas forcément se couper de la société de consommation ou du matérialisme. Il n'y a pas non plus de jugement de valeur en fait sur le bien matériel, sur le matérialisme, ou sur le fait d'avoir un nouvel ordinateur. Bien sûr, c'est juste peut-être effectivement. Mais en fait, c'est peut-être on devrait pas dire se focaliser sur le minimum, mais sur notre minimum à nous. En fait, je pense qu'il faut vraiment adapter le minimalisme à chacun. Il faut que chacun l'adapte à soi-même, en fait. On est tous différents, on a tous nos sensibilités. Ce qui sera minimaliste pour toi ne le sera pas forcément pour moi. Et inversement. Sûr. Et on a tous nos propres systèmes de valeurs et nos croyances, donc... Non, je pense qu'il y a aussi un besoin quand même d'assouvir, ça peut être une passion ou un besoin en particulier, sans que ce soit forcément non plus négatif. Faut pas non plus tomber dans un espèce de... Je vais sortir encore le terme d'orthodoxie. Il faut surtout pas que j'achète de nouvelles choses. Ou si j'achète quelque chose de nouveau, il faut absolument que je donne ou que je me débarrasse d'un autre objet. Non, c'est pas vraiment ça. Là, non, mais c'est important parce qu'il faut... On peut vite tomber dans des extrêmes, quoi. Je veux dire, des extrêmes de pensée. On le voit notamment aujourd'hui avec le mouvement vegan. Excusez-moi pour les gens qui sont véganes, mais du coup, il y a des extrêmes de pensée qui se mettent en place. Et peut-être qu'avec le minimalisme, on peut risquer, comme dans toute chose, de tomber dans une espèce d'extrême, quoi. Il faut pas oublier quand même que, pour moi, j'ai appelé mon site Vie en harmonie, et c'est en lien avec le fait que cette recherche de juste milieu, on parle tous les textes anciens, le Bouddha tout particulièrement, mais qu'on trouve dans le taoïsme, enfin bon, bref. Cette recherche de juste milieu, elle est centrale. Cet équilibre, il faut le chercher dans tout, et dans ça aussi. Donc il faut être souple, quoi. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on évolue. Donc, selon la phase de vie dans laquelle on est, ou ce qu'on fait dans la vie, où on est dans notre évolution, on peut... être minimaliste dans certains domaines à un moment donné, pas dans d'autres, et que ça évolue. Par exemple, peut-être que aujourd'hui, on va le dire, on n'est pas très minimaliste en termes de livres.
on peut pas dire qu'on est... Non, je l'ai jamais été. Voilà, moi non plus. On vient de familles où le minimalisme dans les livres, c'est pas du tout ça. Après, mais peut-être que, je sais pas, dans 20 ans, il y aura plein de livres où on se rendra compte que soit on a intégré leurs enseignements et du coup, on pourra les donner ou les revendre, etc. Voilà. C'est ça, en fait, aussi, qu'il faut prendre en compte. Par contre, moi, aujourd'hui, avant d'acheter un livre, je réfléchis toujours à ça. Est-ce que c'est vraiment un livre dont j'ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais... T'as besoin de l'acheter forcément. Besoin d'acheter forcément. Est-ce que je vais l'étudier ? Parce qu'il y a aussi un phénomène de consommation autour du livre, en fait. Il y a vraiment... voilà, il existe aussi une abondance de lecture. Il y a plein de livres sur plein de sujets. Ils vont quand pas forcément on est curieux, tous c'est difficile. Quand on est curieux, c'est difficile. Ils vont pas forcément tous nous parler. Et puis, ils n'ont pas forcément non plus tous de la même qualité, excusez-moi, mais c'est vrai, quoi. Voilà, il y a des redondances, des choses où en fait, on peut tomber sur plein de bouquins, on trouve le livre super bien, la pochette est top, voilà, bon. Puis finalement, on n'apprend pas grand-chose. Donc, pour moi, le minimalisme, c'est aussi ça. C'est aussi s'interroger sur qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre par rapport à la lecture, mais par rapport à la culture aussi, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, c'est aussi en fait aller à l'essentiel, et ça va faire un parallèle avec ce qu'on veut parler après, essentiel. Aller à l'essentiel sur même l'acquisition des connaissances en fait. Bien sûr, oui, parce que là on a parlé beaucoup de l'aspect matériel du minimalisme, mais on peut l'appliquer au domaine, on va dire, plus immatériel de notre vie, qui est, par exemple, tous les apprentissages qu'on peut faire, effectivement, puisque maintenant, c'est beaucoup à la mode, tout ce qui est formation en ligne, développement personnel, etc. Est-ce qu'on a forcément besoin de 5 formations sur, je sais pas, l'amour de soi, sur les finances personnelles, sur que sais-je. Est-ce qu'une seule, mais vraiment bien, ou ça ne suffit pas. C'est ça aussi. Est-ce que, pareil, et même encore plus loin que ça, par exemple, je peux en parler parce que je suis absolument pas minimaliste là-dessus, tous nos projets, nos propres projets personnels de vie ou professionnels, loisirs, etc., on est aussi toujours dans cette idée de toujours faire plus, accomplir plus, apprendre plus, aller toujours plus loin, toujours s'épanouir plus, etc. Mais est-ce que c'est pas trop finalement aussi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être minimaliste dans nos objectifs de vie ? Mais complètement. Et ça, c'est parce que derrière, il y a un mécanisme... Tu voulais dire autre chose, pardon ? Non. C'est parce que là, derrière, pour moi, il y a un mécanisme psychologique dont je vais vous parler, et ça rebondit par rapport à je voulais parler au début, donc ça tombe bien. C'est qu'effectivement, on en veut toujours plus. Parce qu'on est dans une société, une culture de la croissance linéaire, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'en fait, c'est toujours en train de... On retrouve ça d'ailleurs dans la spiritualité. Bon, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais dans le mouvement New Age, voilà, on trouve ça dans ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à monter, et il parle de monter en différents plans, tout ça. Vers la lumière. Oui, de plus en plus vers la lumière, et après, on ne sait pas quoi. Moi, je pense que, en fait, quand on voit l'histoire de l'homme, et puis quand on voit en fait comment fonctionne la vie, les choses sont pas linéaires. En fait, elles sont en cercle, elles sont même en fait en spirale. Ce sont des cercles projetés dans le temps. Donc tout est, on va dire, plutôt en spirale et en boucle. Et le fait de vouloir toujours plus, de croire qu'il faut toujours plus cumuler de formations, plus, en fait, ça va peut-être nous couper de l'essentiel et ça va même peut-être nous empêcher de faire fructifier et de bien, on va dire, digérer, de bien assimiler, de bien développer tout ce qu'on a déjà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec notamment, tout particulièrement une technique que vous connaissez, pour certains d'entre vous, le Reiki, où j'ai vu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que je pratique le Reiki depuis plus de 10 ans, où j'ai vu il y a plein de courants, ça part dans tous les sens, et c'est toujours, tiens, c'est le nouveau truc, la nouvelle forme de Reiki, ou la nouvelle technique énergétique, c'est nouveau, c'est pas la même énergie, c'est machin. Au bout d'un moment, moi, quand je prends la définition Reiki, on parle de l'énergie universelle, l'énergie universelle, c'est la même, elle est universelle, donc bon, bref, après on peut rentrer sur la subtilité au niveau énergétique, mais bref, ce qu'on veut dire, c'est que
on est dans le vouloir toujours plus, qui s'applique aussi dans les domaines, donc développement spirituel, dans les domaines de l'énergétique, en fait, dans tout secteur confondu, en fait. Et cette recherche, cette recherche de, on va dire, cette philosophie, donc cette recherche de sagesse, c'est aussi comprendre qu'on peut être dans une dynamique de on en veut plus, toujours plus, et qui est en fait alimentée par, derrière, une peur du manque, ou une peur de ne pas en avoir assez, et même parfois un phénomène d'angoisse de vide en fait. Tout ça, c'est pas agréable d'en parler, mais c'est vrai que c'est ça. Et notamment dans la compulsion d'acheter, il y a des comparaisons psychologiques, comment dire, au niveau du plaisir, au niveau de la survie, tout ça, quoi. Voilà. Alors c'est sûr qu'au niveau d'alimentation, les générations de grands-parents, ils ont connu la guerre, les privations et tout. Alors, être minimaliste, c'est pas forcément non plus dire qu'on est minimaliste dans le stock de pâtes ou de... Voilà, voilà, bon, enfin bon. Mais après, voilà, c'est peut-être pas avoir 50 épices si on n'en utilise que 3 finalement. Oui, voilà. C'est qu'effectivement, on fait un peu du ménage en ce qu'on n'utilise pas, voilà. Tout à fait. Et ça me fait penser à ce que tu dis par rapport au minimalisme. Est-ce que ça serait pas aussi une façon peut-être d'apprendre à ne pas être toujours dans la recherche de sensations fortes, tu vois, à arriver à apprendre peut-être à s'ennuyer un peu de temps en temps, à se satisfaire de juste c'est assez en fait. J'ai assez mangé, j'ai assez de livres. Oui, effectivement, il y en a d'autres qui m'intéressent, il y a d'autres choses que j'aimerais acquérir. Mais finalement, ce que j'ai, c'est déjà... Est-ce que c'est pas aussi se satisfaire de ce qu'on a? Mais c'est ça, exactement ça. Et c'est une vraie recherche de sagesse, en fait. Dans le sens où, effectivement, less is more, c'est complètement bouddhiste comme approche. Hein. C'est ça dont je voulais parler au début. Oui. C'est qu'en fait, dans la pratique du bouddhisme Theravada, le bouddhisme des anciens, d'ailleurs, en parenthèse, hein, le zen, c'est un courant bouddhique. Hein, bon. Dans l'approche bouddhiste classique, traditionnelle, en fait, Bouddha, quand il parle de son enseignement, quand il parle de comment, en fait, il est allé, non, c'est pas il est allé, parce qu'il n'y a pas de sens aller, quoi. On arrive à ce qu'on appelle l'éveil, entre guillemets, quoi, hein, plein épanouissement. En fait, c'est en enlevant des trucs. Et bizarrement, tout ce qui est travail intérieur et on retrouve sa dynamique dans le chamanisme, on enlève en fait, on récupère, mais c'est pas un cumul. Vous voyez ce que... Oui, en fait, on revient au noyau essentiel. C'est-à-dire que si on a plus, essentiel, tant mieux, mais si on a juste ça, c'est très bien aussi. Et si on a moins, c'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus. Ouais. Parce que on a l'essentiel. Et du coup, ça fait aussi un parallèle avec donc l'essentialisme, un autre courant qui en fait, c'est pas pareil, mais c'est très proche du minimalisme, parce que quand t'es minimaliste, t'es essentialiste dans le sens où tu vas aller à l'essentiel, quoi, des possessions. Non ? Oui et non. Je suis sûre qu'il y aurait des minimalistes qui diraient non, pas du tout, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs et on peut effectivement faire beaucoup de parallèles. L'essentialisme, il y a un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle L'essentialisme, en fait. Craig McKeown, qui est traduit en français d'ailleurs. Donc du coup, vous pouvez le lire en français. Ouais. Faire moins, mais mieux. L'art d'être réellement efficace. En fait, est-ce que ça serait pas une sorte de minimalisme, mais appliqué à tout ce qui est immatériel, finalement? Ouais, mais pour moi, c'est en lien. C'est pas parce que c'est... Enfin, tout ce qui est matériel et matériel, c'est en lien, et il faut travailler sur les deux, quoi, de toute façon. Donc, je vous montre un petit peu le livre, de toute façon, vous aurez le lien. Hein. Mais en fait, toute cette réflexion, c'est aussi une autre façon c'est aussi, pour moi, le minimalisme, voilà, c'est aussi un petit peu s'émanciper de cette dynamique, de ce système de consommation dans lequel on est, on va dire, entraîné. Alors, c'est sûr que, voilà, avec la télévision, la publicité, le phénomène social, voilà, les entreprises qui fabriquent des téléphones portables vont forcément faire des super... ou les voitures aussi, hein. Alors, on peut parler aussi des voitures, hein. Mais forcément, on va vouloir, tiens, on veut le nouveau modèle, la mode, on veut tout. Mais finalement, sans que ce soit complètement négatif, tout ça, il faut qu'il y ait du progrès technologique, on va pas dire. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi une façon de revenir à soi
et de faire une différence entre, on va dire, le système économique, la société de consommation, et ce qu'on est véritablement, quoi, en tant qu'individu. Et se poser la question, qu'est-ce que je suis, quoi? Est-ce que je suis homo consumerus ou homo sapiens sapiens? Oui. Quoi, voilà. Je me pose des questions avant d'acheter quelque chose, quoi. Est-ce que c'est vraiment j'en ai besoin ou je me fais plaisir, mais je me fais plaisir en conscience. Tout à fait. Et là, on revient à cette notion de conscience, de pleine conscience, et c'est là qu'on fait le parallèle, entre guillemets, avec les traditions spirituelles, quoi, dans un sens, hein, le bouddhisme, entre autres, tout particulièrement, mais finalement, c'est pas vivre plus en conscience aussi, quoi, un peu bien tout sûr. ça. Dans l'instant présent, Ça veut pas dire, oui, bien sûr, ça veut pas dire plus rien acheter, ni plus rien consommer, c'est simplement le faire de façon consciente. Dire pas le faire parce qu'on a vu telle publicité, parce qu'on a une espèce de pulsion, ou parce qu'on se sent pas bien et que pour se rassurer, pour se sentir mieux, on va faire du shopping sans vraiment que ça soit nécessaire, fondamentalement. Mais c'est c'est que si on le fait, c'est qu'on a réfléchi, si on achète, si on a autant d'objets, c'est qu'on y a réfléchi, qu'on a décidé que pour l'instant, on en avait besoin. Pas forcément qu'un besoin vital, hein, d'ailleurs, voilà. Et qu'on est, en fait, on est aligné avec cette décision et qu'on l'a pris en toute conscience. On l'a fait en conscience. Ouais, on l'a fait en conscience. J'ai envie de te demander, tu vois, si finalement, le minimalisme, le zéro déchet, le véganisme aussi, moi je vois aussi ces courants, alors qu'ils peuvent parfois tomber dans certains extrêmes, mais c'est pas grave, parce que en tant qu'être humain, on a toujours, bref, c'est comme si en tant que phénomène de groupe, on a besoin d'expérimenter des extrêmes, il y a toujours voilà. Mais est-ce que finalement, ces courants-là, ce sont pas des agents en fait de transformation de la société? Parce que si tout le monde se mettait à être minimaliste, ça va être compliqué. Ça va être au niveau économique. Bon, alors avec la crise qui s'annonce, de toute façon, les gens vont moins consommer déjà. C'est peut-être le bon moment de s'y mettre. Hein, mais est-ce que finalement, ça va pas aussi entraîner, et finalement, ça entraîne pas déjà une mutation de la société, quoi. Et c'est là qu'on verrait aussi qu'en fait, c'est nous en tant qu'individus, en tant qu'acteurs, en tant qu'être humain, on influence les choses, quoi, par notre mode de vie, notre façon de penser, notre façon d'être. Et puis on reprend un peu notre pouvoir d'action finalement. Complètement, t'as raison. C'est nous qui décidons de ce dont on a besoin, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir mais que finalement on peut très bien s'en passer. Donc on est peut-être, en s'interrogeant en fait sur tout ça, on est moins facilement manipulable, tu vois, par toutes les injonctions que les grosses entreprises, la société, le marketing, les publicités, etc. essayent bien sûr. Voilà, tu vois. Et puis bon, faut pas non plus oublier que derrière les sociétés, les entreprises, il y a aussi des enjeux financiers derrière. Enfin, je veux dire, il y a la dynamique financière qui est derrière, hein, qui alimente tout ça. Hein, ça c'est clair. Hein, c'est pas les entreprises font pas non plus ce qu'elles veulent. Voilà, il y a les actionnaires derrière. C'est très compliqué tout ça. Mais oui, c'est effectivement, comme tu dis, c'est beau. C'est une belle conclusion quand même. On décide c'est décider, en fait. C'est reprendre les rênes de ta vie et décider. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, faire ses recherches et agir en accord avec soi-même et ses principes. Non, c'est tout. Non, c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne conclusion, n'est-ce pas? Bon, écoutez. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Non, c'est pas mal déjà. On a bien décortiqué, on est allé ils vont dire, ils sont partis dans tous les sens, tous les deux. On est un peu comme ça. Mais après, on revient, on se recentre. Non, mais bon, vous voyez, c'est des sujets qui sont passionnants, ça nous amène à prendre en considération pas mal de choses. Notre objectif, c'est de parler avec vous de tout ça, que vous ayez envie de découvrir et d'en savoir plus, et pourquoi pas d'essayer. Dans ces cas-là, on va dire tant mieux, hein, on y aura un petit peu contribué, je pense. Oui, de montrer que c'est possible. Et c'est possible. Possible. Tout est possible, presque. Presque. Mais c'est possible. Voilà. Écoutez, très bientôt, hein, on fera une prochaine vidéo.
Oui, n'est-ce pas? faudra qu'on trouve un sujet. Faudra qu'on trouve, des sujets, on en a plein hein, quand même. Ouais. Qu'on choisisse un sujet. Un sujet, Ouais. un truc sympa. Ouais. Et puis, prenez soin de vous les amis, et je vous dis, voilà, au revoir, bisous. Ciao, ciao, salut!